La nuit du destin qui vaut 1000 mois d'adoration a été célébrée avec ferveur à Abidjan et à l'intérieur du pays cette nuit. La célébration officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf, en présence du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a représenté le président de la République à Paris. L'occasion de la célébration des 60 ans du Club de Paris, Daniel Kablan-Duncan est rentré ce dimanche à Abidjan. 114 ayants droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ont reçu 1 million chacun dans le cadre de l'indemnisation des victimes initiée par le président de la République depuis le 4 août 2015. Glissement de terrain et inondations en Inde, le bilan provisoire est lourd. Plus de 25 morts dans 2 États. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Et comme tous les samedis, la page culture est l'invité de ce soir. Et Monsieur Lassine Diomandé, il est le président de la commission Bénévolat, Comité national des Jeux de la francophonie. Bonsoir Monsieur Diomandé. Bonsoir Madame Saoui. Voilà, que j'aurai le plaisir de recevoir vers la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, la nuit du destin a été officiellement célébrée vendredi nuit à la mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Cet événement organisé par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, était placé sous le thème « Les valeurs islamiques, facteurs de convivialité et de cohésion de la société », l'occasion pour les guides religieux d'inviter les fidèles musulmans à s'approprier les valeurs de paix prônées par l'islam à travers le Saint-Coran, mais également d'entretenir des relations de coexistence pacifique avec les autres communautés religieuses. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abolin pour le commentaire. Nuit de prière et d'invocation, la nuit du destin invite également les fidèles musulmans à s'inspirer des nobles valeurs prônées par le Saint-Coran, des valeurs de paix et de coexistence pacifique que le COSIM, Conseil supérieur des imams, a tenu notamment à mettre en exergue cette année encore avec le thème « Les valeurs islamiques, facteurs de convivialité et de cohésion de la société ». Dans le livre saint lui-même dont nous commémorons ce soir la révélation, Allah nous dit « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Précipitez-vous plutôt à vous concurrencer dans le bien. » Chers frères, chères sœurs, Allah nous ordonne donc de ne pas utiliser notre diversité religieuse, culturelle et autres pour en faire un sujet de conflit. Le cheikh Bouakari Fofana a profité de cette célébration officielle de la nuit du destin qui a vu la présence du président de la République Alassane Ouattara pour lancer à la jeunesse un appel à la non-violence. Les valeurs prônées par l'islam sont des valeurs universelles. Vous pouvez vous les approprier. Cela vous aidera à améliorer votre moralité, votre sens de responsabilité, votre intégration à la société qui a besoin de vous. Ainsi, vous vous éloignerez des spectres de la violence. Vous échapperez ainsi aux manipulateurs éventuels. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a encouragé le COSIM à poursuivre son rôle d'éclaireur des consciences face à la menace terroriste. Le président vous demande de continuer ce travail, qui est un travail aujourd'hui de vigilance. Parce que des gens veulent s'aimer le chaos, le conflit entre les communautés, la stigmatisation entre les communautés. Donc nous devons être un bloc. Nous devons chacun être vigilant. Nous devons chacun être la sentinelle pour la protection de la communauté. Comme une façon d'exhorter les guides religieux musulmans à intensifier prières et bénédictions en faveur de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait don d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La nuit du destin marque la commémoration de la révélation du Saint-Coran au prophète de l'islam. Selon les enseignements musulmans, cette nuit de prière, qui vaut en termes de mérite auprès du Seigneur 1000 mois d'adoration, a été également célébrée dans les communes du district d'Abidjan. Suivez plutôt.
Lecture coranique, chant liturgique, conférences, prêches. Des moments forts qui ont marqué la nuit du destin dans la commune d'Abobo. Nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Au sortir du mois de Ramadan, il faut un changement dans le comportement des musulmans. C'est pour cela qu'on donne des conseils. On veut que la jeunesse du partage. Les islamistes, il faut qu'on montre l'islam réel à la jeunesse. Les valeurs islamiques, facteurs de convivialité et de cohésion sociale. Thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams COSIM. Ce message est un message qui doit être porté par tous les Ivoiriens. Pour qu'en Côte d'Ivoire, nous demeurons toujours en paix entre religions, entre ethnies et entre régions. Dans le cadre de cette abstinence que nous avons faite, il était important pour tous les musulmans que dans l'humilité que nous avons vis-à-vis de notre Dieu, c'est justement de lui montrer que le sacrifice que nous faisons de nous abstenir de manger, de boire, et nous pouvons aussi partager avec l'autre ce que nous avons. La nuit du destin, au-delà des prêches, s'avère un moment privilégié pour la prière. Saisissant l'occasion, imams, guides religieux, fidèles musulmans ont prié pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. À Cocody, Trècheville et Yopougon, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de la célébration de la nuit du destin. Une nuit importante pour la communauté musulmane. C'est au cours de cette nuit que le Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. 83 ans et 4 mois, c'est la valeur de la nuit du destin. Occasion pour l'ensemble de la communauté musulmane de multiplier prières, adorations et invocations afin de bénéficier des mérites de cette nuit de générosité et de piété. Les valeurs islamiques, facteurs de convivialité et de cohésion sociale, c'est le thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams COSIM. Laylatul Qadr 2016, célébrée à l'intérieur du pays, notamment dans les villes d'Agboville et de Meyagui, dans les mosquées et espaces de prière aménagés pour la circonstance. Les fidèles musulmans ont prié Allah pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et les différents imams ont exhorté leurs corégionnaires à être des croyants exemplaires tout en faisant barrière au terrorisme. La communauté musulmane d'Agboville, localité située à plus de 75 km d'Abidjan, a célébré la nuit du destin, Laylatul Qadr. Au cours de cette nuit, qui vaut plus de 1000 mois d'adoration, imams, guides religieux, fidèles musulmans, autorités politiques et administratives ont pris d'assaut les différentes mosquées de la ville. Ils ont invoqué et prié Dieu afin qu'il reflète sa grâce et son salut sur la Côte d'Ivoire. Profitant de l'occasion, les imams ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane d'Agboville à plus de responsabilités et à adopter un comportement digne à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Ils ont également invité les filles et fils de ce département à la solidarité, la fraternité et à la cohésion pour le développement de la région. À Meyagui, la commémoration de la révélation du Saint-Coran a été l'occasion pour les croyants de se ressourcer aux valeurs prônées par l'islam, des valeurs essentiellement basées sur l'amour du prochain que l'imam principal de la grande mosquée de Meyagui, El Hadj Ibrahim Sanogo, a bien voulu enseigner aux fidèles. Bénédictions et prières pour la bonne marche du pays ont été également formulées lors de la célébration de la nuit du destin à Meyagui. On s'intéresse maintenant aux activités classiques du président de la République. Un émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a été reçu ce samedi à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, à la résidence à la Riviera Golfe. L'envoyé du commandeur de Croyants, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, était porteur d'un message verbal du souverain chérifien. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du royaume chérifien, Salah Eddine Mazouar, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence privée de la Riviera Golfe. Parlant au nom du souverain chérifien, son envoyé a loué l'excellence des relations entre les deux chefs d'État et les deux pays que sont le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout l'honneur qui est le mien d'avoir été reçu par son Excellence le Président de la République. Je suis porteur d'un message verbal que j'ai transmis à son Excellence de la part de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Naturellement, c'était
l'occasion de constater avec immense plaisir et immense honneur l'excellence des relations d'abord qui lient nos deux chefs d'État, mais aussi nos deux gouvernements et nos deux peuples. Les accords signés, la dynamique qui lie nos deux pays, l'ouverture d'esprit, la fluidité dans la relation, l'avancée concrète de tous les accords et de tous les projets confirme que la République de la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc sont véritablement deux moteurs qui sont en train de donner un exemple de partenariat sincère, efficace, qui démontre aussi que nos pays sont des pays mûrs, sont des pays ouverts, sont des pays dynamiques, sont des pays capables de créer les conditions pour un développement humain, pour un développement économique, au service des citoyens et aussi au service du continent. Belle illustration de cette amitié, le souverain marocain est déjà venu à 3 reprises en Côte d'Ivoire. De son côté, le chef de l'État ivoirien a effectué 2 visites au Maroc. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné, lui, Abidjan ce dimanche après-midi. Daniel Kablan-Duncan était à Paris dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du Club de Paris. Il a participé à un panel sur le rôle du Club de Paris dans le système financier international et ses 60 années de contribution. Daniel Kablan-Duncan a partagé son analyse sur la mise en œuvre réussie en Côte d'Ivoire de l'initiative Pays pauvres très endettés et sur la situation de l'endettement en Afrique. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration arrivée à Abidjan. Donc, le Club de Paris existe. Ce dossier a commencé avec l'Argentine et ils fêtaient leur 60e anniversaire. Faire un peu le bilan de leurs actions et disons que voir un peu les perspectives d'avenir. Alors on peut dire que depuis 1956, il y a eu 90 pays qui ont fait des accords de rechelonnement dans le cadre du Club de Paris. Il y a eu 433 accords qui ont donc été conclus et pour un montant de 583 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, disons qu'elle est allée 9 fois au niveau du Club de Paris, 6 fois avec des rechelonnements mais sans annulation de stock. Et c'est les derniers, notamment avec le PPTE, que les Ivoiriens connaissent bien, avec le président Ouattara, qu'en décembre 2012, la Côte d'Ivoire a obtenu donc l'annulation du stock de sa dette. Une annulation qui a porté finalement sur 99,5% de l'encours de la dette ivoirienne. Ce qui permet donc à la Côte d'Ivoire de repartir. Disons que au niveau du financement, je dois dire que c'est aussi l'occasion, au niveau du Club de Paris, d'agréer un 21e membre, qui a été donc la Corée. Et je pense que le ministre de Corée, qui représentait donc son pays, a fait une intervention assez émouvante parce qu'il rappelait que dans les années, disons que 60, la Corée du Sud était dans une situation très très difficile. Après, vous savez, la guerre entre les deux Corées, on a profité de l'occasion pour rencontrer les autorités françaises, notamment le ministre des Finances, le ministre Sapin, pour parler des questions bilatérales et d'autres questions particulières. Mais globalement, le séjour s'est très bien passé. Voilà, le Premier ministre ivoirien a regagné Abidjan cet après-midi. L'ancien Premier ministre socialiste français Michel Rocard est décédé à l'âge de 85 ans. Il a été Premier ministre de François Mitterrand de juin 2011 à mai 1991. C'est l'initiateur du RMI, le revenu minimum d'insertion en France. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariétou Koné, a reçu 114 ayants droit de victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Ces victimes ont reçu des chèques d'un montant de 1 million chacune. Au nom du gouvernement, cette cérémonie s'inscrit dans la ligne droite de l'indemnisation de toutes les victimes initiée par le chef de l'État depuis le 4 août 2015. Hamza Diaby pour plus de détails. Ça fait des années que vous attendez, donc je vous remercie vraiment pour votre patience. Je vous félicite pour votre patience. C'est un processus qui est long, mais
Comme l'a dit le président de la République, chaque victime recevra réparation. Ces chèques d'un montant d'1 million de francs CFA n'effaceront peut-être pas la douleur ni n'essuieront les larmes de ces ayants droit de victimes, mais ils démontrent bien que l'État est à leur côté. Je remercie beaucoup d'abord Madame le ministre pour la cohésion sociale, d'abord pour l'indemnisation qu'elle est en train de faire pour les victimes, pour la cohésion sociale et la réconciliation et la paix du pays. Ça fait qu'on ne peut pas oublier, ça peut beaucoup pardonner à travers ça. Donc il a perdu son frère, elle est restée seule. Donc peu qu'on a donné, elle peut remercier le président et les ministres. Mais c'est que si ça peut la soulager. Tout comme Bernard Tau et Karidja Doumbia, ils sont aujourd'hui 112 autres ayant droit de victimes de toutes les crises survenues en Côte d'Ivoire à bénéficier de ce soutien du gouvernement. On a au total 4500 personnes qui doivent recevoir réparation pour cette première vague symbolique lancée par le président de la République. Sur les 4500 personnes, il y a 3500 personnes décédées et puis 1000 blessés. Pour les personnes décédées, je peux dire que les 3/4 sont passés. Il reste des personnes pour qui il faut des papiers parce qu'il faut quand même des preuves. Il faut apporter des preuves avant de recevoir réparation. Et sur les 1000 victimes, nous avons commencé symboliquement avec 265 personnes. Et les 265 personnes aujourd'hui ont reçu un bon de prise en charge et sont en train d'être pris en charge médicalement. Puis suivra la deuxième vague de bénéficiaires. Une liste consolidée et élaborée par la CONARIV est remise au chef de l'État. Après examen, cette liste, constituée principalement de personnes ayant perdu des biens physiques, fera aussi l'objet de réparations. Marguerite Boukourou, la coordinatrice de l'unité justice transitionnelle, division des droits de l'homme de l'ONUCI, présente lors de cette cérémonie, en a profité pour dire au revoir à Madame le ministre. Elle part servir en République centrafricaine. Voilà, et puis je rappelle que les 8e Jeux de la francophonie seront au centre de la page culture de ce samedi. Et M. Lassiné Diomandé est notre invité, le président de la commission bénévolat au Comité national des Jeux de la francophonie. Dans quelques minutes. Assemblée générale ordinaire du Fonds de prévoyance militaire, c'était jeudi dernier. Il s'est agi de faire le bilan de l'exercice 2015 qui a clos ses activités le 31 décembre 2015. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur général du Fonds a annoncé de grands projets avant de relever les difficultés rencontrées par les agents de police. Les précisions de Herman Niamia. Depuis maintenant 2 années, le Fonds de prévoyance de la police nationale va de mieux en mieux. L'institution qui croupissait sous le poids des dettes a retrouvé sa crédibilité. L'équipe du commissaire divisionnaire de police, Jacques Kadiané, en place il y a 2 ans, a fait d'énormes progrès. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, le directeur général du fonds a dressé le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Nous avons aujourd'hui près de 6 ambulances là où nous n'avons rien trouvé. En 2 ans, nous sommes aujourd'hui en train de nous doter d'une clinique. Nous avons fait des efforts pour que d'ici au premier semestre 2017, 5000 policiers soient logés et que ce logement leur appartienne définitivement. Malgré ces acquis notables, Jacques Kadiané souhaite un appui financier de 2 milliards de francs CFA par an de l'État pour maintenir le fonds en bonne santé. Quand un policier est blessé, quand un militaire est blessé, c'est l'État qui le prend en charge. Depuis 2000, l'État ne peut plus le faire. Et c'est les mutuelles qui s'occupent de ça. Donc l'État nous donne un peu d'argent pour que nous puissions rembourser ce qu'on a déjà dépensé et continuer de les prendre en charge. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'inspecteur général des services de police Joseph Gablé et le représentant du directeur général de la police, le contrôleur général de la police scientifique Dibi Kofi Bruno, félicitent les nouveaux responsables du fonds pour le travail abattu avant d'inviter les policiers à œuvrer pour la bonne marche de leur fonds. La nouvelle dynamique engagée, qu'elle se poursuive, qu'elle soit maintenue. Nous sommes sur la tête des hommes, les distensions, ça arrive, mais que rapidement, ça sèche. Le Fonds de prévoyance de la police nationale, dénommé FPPN, a été créé le 27 juillet 2000. C'est un outil censé pallier les insuffisances de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de son agent qu'est le policier. L'actualité politique reste marquée par l'opération de révision de la liste électorale qui a d'ailleurs débuté et la préparation
du référendum sur la Constitution, le secrétariat général adjoint par intérim chargé des élections du RDR a organisé un séminaire de formation sur ces grands sujets, histoire de mettre à niveau les militants. C'était ce samedi au siège du RDR à la rue Lépic. Le reportage est signé Herman Guivet. Une victoire politique se prépare. Pour chaque bataille, une stratégie unique, la mobilisation des troupes, des militants de base. Voici ce que l'on peut retenir de ce séminaire de formation conduit par le secrétaire général adjoint par intérim, chargé des élections au RDR, le Rassemblement des Républicains, Doumbia Brahima, à l'intention des militants du parti. Un objectif réaffirmé par le secrétaire général adjoint chargé des élections au RDR, Sanogo Mamadou. Nous avons ce que nous appelons les comités de mobilisation de proximité, les CMP. Nous allons donc activer ces comités de mobilisation de proximité pour que tous les jeunes qui sont de sensibilité RDR, qui viennent d'avoir 18 ans, puissent se déplacer pour aller se faire connaître sur la liste électorale. Tous nos concitoyens qui s'étaient fait enrôler la première fois, qui ont eu la paresse d'aller retirer les cartes d'électeurs et qui ne sont même pas venus participer aux dernières élections, que toutes ces personnes-là aillent retirer leur carte d'électeur. Soyez mobilisés, faisons du porte-à-porte. Quels enjeux de ce référendum sur la Constitution pour le RDR? Nous souhaitons voir donc au moins plus de 60% des Ivoiriens d'abord se déplacer en termes de taux de participation. D'abord pour nous c'est le premier enjeu. L'autre enjeu c'est que le taux en faveur du oui pour ce référendum soit d'un taux très écrasant qui dépasse les 70 à 80%. Il s'est agi pour le secrétaire général adjoint par intérim chargé des élections au RDR, Doumbia Brahima, d'expliquer à la base les voies et moyens pour assurer une mobilisation de proximité de qualité. Intéressons-nous maintenant à cette cérémonie de remise d'attributs aux 12 chefs de tribu Fari et Diéviessou dans le département de Béoumi. Le geste solennel a été accompli par le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume. Reportage Walter Amadoussé. Le président de la République, Alassane Ouattara, accorde une importante place à la chefferie traditionnelle, au point de lui donner un statut. C'est pour promouvoir cette vision du chef de l'État que des élus de Béoumi ont décidé de valoriser la fonction de chef de village. À l'initiative des députés Kona Kwasi et Altof Saraka, Didiévissou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Béoumi, abrite la présente cérémonie de remise d'attributs à 12 chefs des tribus Fari et Didiévissou. Ces chefs sont également mis en mission pour contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Nous attendons de ces chefs qu'ils fassent en sorte qu'il y ait la paix et l'harmonie, la réconciliation au sein des villages. Qu'ils prennent tout le monde. Vous avez vu ici, on a vu les gens de tous les bords. C'est ce que nous attendons pour une Côte d'Ivoire une et indivisible. Le cadre de la cérémonie a été également l'occasion pour les porte-paroles des populations de faire des doléances dans les domaines de la santé, l'éducation, l'hydraulique villageoise et des infrastructures routières. Pour le ministre Sidi Touré, fils de la région, et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, parrain de cette rencontre, la politique du président Alassane Ouattara mérite d'être soutenue. Cela dans l'union, la discipline et le travail. Le président Ouattara, c'est le président de tous les Ivoiriens. Allez porter ce message. Et dites-leur que le président Ouattara leur demande d'être unis, d'être solidaires. Parce que la politique, on peut la faire, mais la Côte d'Ivoire restera toujours en héritage pour tous les Ivoiriens. Vous avez demandé des ambulances. Moi, j'avais déjà une ambulance, donc je vais vous la donner. Reconnaissant des populations, le président de l'Assemblée nationale leur a offert plus de 4 millions de francs CFA, dont 2 millions plus 10 sacs de riz aux chefs investis. Voilà, le reportage était signé Ouattara Amadou Walter de RTI Boaké. D'ici quelques mois, le carrefour de l'Indénié sera agréable à regarder. L'annonce a été faite par la ministre de la Salubrité urbaine, Anne-Désirée Ouloto, à l'issue des travaux d'un atelier sur l'assainissement et la gestion intégrée du bassin du versant du Gourou. L'atelier qui a réuni des experts sur les questions d'assainissement a duré 2 jours. Reportage Issaïou, commentaire Abou Sanogo. Les inondations au carrefour de l'Indénié seront bientôt un vieux souvenir.
C'est ce qui ressort des travaux de restitution de la mission C, de l'étude globale sur l'assainissement et la gestion du bassin versant du Gourou. Pendant 2 jours, des experts ont réfléchi sur l'amélioration de façon durable du cadre de vie et de travail des populations vivant dans le bassin versant du Gourou. À l'issue des travaux, la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, fonde beaucoup d'espoir sur les travaux. Et les conclusions de ces études nous permettront enfin, n'est-ce pas, de réaliser des projets durables, de telle sorte que la situation au niveau de l'Indénié soit nettement améliorée. Il s'agit donc de solutions intégrées, n'est-ce pas, qui feront en sorte que tous les domaines, si vous voulez, soient touchés, que ce soit au niveau des questions environnementales, des questions de voirie, de la gestion des déchets également. Et donc il s'agit donc pour nous d'une solution totalement satisfaisante. Ces travaux d'aménagement du bassin du Gourou se feront grâce à un financement du Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement d'un montant de 18 milliards de francs CFA. La ministre Anne Désiré Ouloto a profité de cette cérémonie pour remettre du matériel informatique et bureautique offert par le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou à plusieurs structures étatiques intervenant sur le projet. Ce don est d'une valeur de 51 millions de francs CFA. À l'étranger, des inondations et glissements de terrain déclenchés par des pluies de mousson ont causé la mort de 25 personnes dans le nord de l'Inde. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur 2 États de l'Himalaya. 15 personnes ont perdu la vie dans l'Uttarakhand et 10 dans l'Arunachal Pradesh. Fréquence 2, Fréquence Jeune, la radio dédiée à la jeunesse prévoit des émissions enrichies pour égayer les jeunes pendant les vacances. Une nouvelle grille de programme a été conçue à cet effet pour une meilleure interaction avec sa cible, la frange jeune de la population. Ces émissions vont démarrer officiellement le lundi 4 juillet à partir de 6 h sur la fréquence 92.0. Le lancement a eu lieu le mercredi dernier au studio Paul Amewe au plateau Moussa Konaté. Les vacances s'annoncent gaies pour la jeunesse. La radio Fréquence 2 s'active avec une nouvelle grille de programme. Des émissions enrichies et diversifiées pour égayer sa cible, la frange jeune de la population. Nous allons avoir un programme particulier, une grille aménagée avec un contenu dynamique et attrayant. On a Coucou la famille pour permettre vraiment aux auditeurs de prendre la parole sur l'antenne. Vous avez également Carré Rose, qui est notre séquence confidence à l'antenne qui passera entre 21 h et 23 h. Puis pour terminer, vous avez Fréquence de Tours, qui est en fait notre fer de lance pour mener la bataille des radios au niveau d'Abidjan. Donc allez au contact des jeunes d'Abidjan, allez les rencontrer, partager leur quotidien, mais surtout mettre en exergue les exemples de réussite des différentes communes du district de l'Abidjan. L'objectif par derrière, c'est vraiment éduquer la jeunesse. Éduquer mais aussi épanouir. Fréquence 2 reste donc fidèle à son engagement. La radio veut renforcer son interaction avec les jeunes pendant ses vacances 2016. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Rendez-vous est donc pris sur la 92.0 le lundi 4 juillet dès 6 h pour le démarrage effectif de ces émissions de vacances. Voilà, le rendez-vous est pris pour le mercredi 4 juillet à partir de 6 h. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux sites touristiques. Malheureusement, bon nombre d'entre eux restent méconnus. C'est le cas de la chaîne montagneuse dénommée le mont Niangbo dans la sous-préfecture de Arikoka, dans le département de Niakara, un lieu où le charme et la générosité de la nature sont à découvrir. C'est d'ailleurs l'objectif des populations de cette partie du pays. Reportage Kader Sogodogo. Sous-préfecture de Arikoka dans le département de Niakara. Village d'accès difficile. Cependant, une fois dans la localité, un tronçon bitumé attire tout de suite à l'attention. À la fin de ce tronçon, vous découvrez le centre émetteur de la RTI de Niangbo et vous vous retrouvez transporté dans un univers à vous couper le souffle. Formidable. Formidable. Un endroit paradisiaque où la beauté et le charme de Dame Nature ne peuvent laisser quiconque indifférent, offrant même une vue panoramique. Vous êtes au cœur de la chaîne montagneuse le Niangbo, un ensemble de 7 montagnes de 350 à 700 mètres. Un paradis méconnu. On se croirait dans les cornes de l'Afrique. Erreur, nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire et le site est plaisant. Comment est-ce que cette nature, cette belle nature-là que Dieu nous a donnée,
ne soit même pas connu par l'État de Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire vienne, il y a beaucoup à faire ici. Et c'est beaucoup attrayant, on regarde, vous tous on voit. Mais ça reste inexploité. Et donc c'est inviter le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture. Il y a aussi de la culture ici. Les autorités administratives comptent tout mettre en œuvre pour inscrire cet endroit dans le paysage touristique ivoirien. De demander aux opérateurs, aux agents de tourisme, au ministère du Tourisme, que nous disposons au niveau de la sportive d'Arikoka d'un site qui éventuellement pourrait contribuer à l'essor du tourisme au niveau national. La chefferie traditionnelle invite des potentiels investisseurs à venir participer à l'essor de cette partie du pays. Tous ceux qui peuvent venir s'installer pour des infrastructures hôtelières, touristiques, qui vont aider au développement du village, naturellement, ils sont les bienvenus. À Arikoka, nous avons de nombreuses danses, un symbole culturel pour accompagner le tourisme. Le chemin de fer à Niangbo, un des villages de la sous-préfecture, qui tient son nom d'une des montagnes. La route et la possibilité pour des hélicoptères de se poser rendent le site accessible, ou du moins l'entrée à ce paradis facile et même formidable. Nous sommes dans la page culture et l'invité est M. Lassine Demandé, président de la commission bénévolat au Comité national des Jeux de la francophonie. C'est exact. Merci d'être là. Du 21 au 30 juillet 2017, la Côte d'Ivoire sera le théâtre des 2016 des 8e Jeux de la francophonie. L'événement se prépare activement. Le Comité national des 10 Jeux, qui souhaite la mobilisation de tous pour la réussite de ce rendez-vous de la francophonie, sollicite des bénévoles. Et l'invité de la page culture est M. Diomandé. Mais avant, je vous propose cet élément. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ouvre ses bras aux Jeux de la francophonie. Placée sous le sceau de la solidarité et de la cohésion sociale, cette 8e édition, qui se tiendra en juillet 2017, est l'occasion pour le pays de démontrer une fois de plus son hospitalité légendaire et sa diversité culturelle. 4000 jeunes sportifs et artistes venant de 80 pays sont attendus. 700 journalistes mobilisés, 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Une aubaine pour susciter davantage la destination Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari, la mobilisation s'impose à tous les niveaux. Le Comité national des Jeux de la francophonie fait alors recours à des volontaires, des bénévoles qui seront répartis dans les 17 commissions au service des visiteurs. Ces bénévoles seront la porte d'entrée et de sortie du pays. Leur slogan, le sourire pour des Jeux réussis. Les inscriptions démarrent dans quelques jours, mais avant, l'heure est à la sensibilisation. Bienvenue au Côte d'Ivoire. Voilà, Abidjan s'apprête donc à accueillir les 8e Jeux de la francophonie. L'événement va se dérouler, je le rappelle, du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire, donc autour de la solidarité, la diversité et l'excellence. Pour réussir le pari, le comité d'organisation veut associer des jeunes volontaires, des bénévoles qui auront à charge l'accueil des participants, également la présentation des atouts de notre beau pays. La Côte d'Ivoire, 3000 bénévoles seront recrutés à l'occasion. Ils seront formés au civisme, à la citoyenneté. Les étudiants seront fortement impliqués. Et pour en parler, l'invité de la page culture, M. Lassine Diomandé. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire concernant l'aspect bénévole? Ce qu'on peut dire, vous permettez, avant de dire ce qu'il y a à dire concernant le bénévolat, vous me permettrez de dire les remerciements de M. le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, à M. le directeur général de la RTI, pour l'opportunité que la RTI offre pour faire connaître les Jeux de la francophonie. Ceci étant... Voilà, les Jeux, donc, c'est pour avoir recours à des bénévoles. Est-ce qu'il y a un problème de personnel? En fait, il n'y a pas un problème de personnel parce qu'il y a 17 commissions, mais il faut remarquer que les bénévoles sont essentiels pour la réussite des Jeux. Les bénévoles sont essentiels pour la réussite des Jeux parce que tout simplement,
Les bénévoles constituent la porte d'entrée et la porte de sortie des Jeux. Les 4000 participants qui vont arriver, le premier contact que ces participants auront avec la Côte d'Ivoire, c'est à travers les bénévoles. Et lorsque le dernier participant partira, c'est le bénévole qui lui dira au revoir. Et donc, vous voyez l'importance alors du bénévolat, sinon des bénévoles, dans le succès des Jeux. Et voilà, si mes informations sont exactes, 3000 bénévoles. Exactement, 3000 bénévoles seront recrutés. Et d'ailleurs, le recrutement de ces bénévoles-là aura lieu sous quinzaine. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique organisera une cérémonie de lancement, étant entendu que les Jeux sont pour les Jeux et avec les jeunes. Et donc, ce lancement se fera sous quinzaine pour mobiliser, mettre les organisations de jeunesse en mission à travers le bénévolat pour que tous les jeunes s'intéressent en tout cas à être bénévoles pour le succès des Jeux. Voilà, mais quels sont les jeunes qui peuvent postuler? Pour être bénévole, il faut avoir au moins 18 ans. 18 ans. Pour être bénévole, il faut avoir au moins 18 ans. On peut être salarié, diplômé ou non travailleur. C'est une question de passion, c'est une question de sacerdoce. Donc en réalité, on vient par rapport à ce qu'on veut apporter aux Jeux, pour ne pas dire ce qu'on veut apporter à la Côte d'Ivoire, essentiellement pour la réussite de ces Jeux-là. De 18 ans à 18 ans, c'est ouvert. À 77 ans. De 18 à 77 ans, c'est ouvert. Mais beaucoup plus pour les jeunes. Ben vous recrutez dans quel domaine exactement? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, étant entendu que les Jeux sont ouverts, c'est un ensemble d'activités. Il y a les activités culturelles, il y a des activités sportives, il y a des activités de développement durable, il y a des activités de développement numérique. Donc tous ces éléments ont besoin de toutes les spécialités en Côte d'Ivoire. Et donc les bénévoles, c'est toutes les spécialités. Et lorsqu'on va aller sur le site pour faire les inscriptions, la bande va dérouler en tout cas toutes les spécialités. Et même on aura besoin certainement de ce qu'on appelle les agents spécialisés des travaux publics, de chauffeurs, parce qu'il aura à accueillir des gens, il aura à transporter des gens. Mais en fait, tout cela, on a besoin de toutes les compétences pour en tout cas la réussite des Jeux. Quand débutent les inscriptions? Les inscriptions, je l'ai indiqué tout à l'heure, vont démarrer sous quinzaine, probablement autour du 20 juillet, pour lancer tout le processus officiellement pour l'inscription des 3000 bénévoles. Donc, quelles sont les disciplines qui sont retenues pour le volet culturel à cette 8e édition? Pour le volet culturel, il faut indiquer que les concours culturels sont un élément des Jeux de la francophonie. Il y a, par exemple, les arts de la rue. Les arts de la rue sont en compétition avec le hip-hop, avec les marionnettes géantes et avec la jonglerie. Il y a aussi les arts visuels qui sont en compétition avec la peinture, avec la sculpture, avec la photographie. Il y a également les arts du spectacle et de la scène. En compétition, il y a le conte, il y a la danse de création, il y a la chanson. Mais à tous ces concours culturels, il faut aller à la littérature, et la littérature va être consacrée aux nouvelles. Et on va allonger beaucoup plus pour dire qu'il y aura les activités de développement durable, il y a les activités numériques. Mais en fait, au niveau des activités de développement durable, il faut indiquer que les Jeux se veulent être en tout cas des Jeux non polluants. Ça veut dire que tout ce qui sera produit à l'occasion des Jeux ne devait pas être polluant. Ça veut dire qu'on doit maintenir l'environnement. Donc, ça veut dire que les activités de développement durable sont fondées sur l'environnement, maintenir l'environnement propre. C'est pourquoi, d'ailleurs, on va utiliser le numérique pour produire beaucoup moins de papier. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire même innove dans l'organisation des Jeux pour faire des Jeux, ce qu'on appelle les e-Jeux. C'est-à-dire que l'essentiel des productions, en tout cas l'essentiel se fera à partir des TIC. Mais quel est le nombre prévisionnel de participants à ces concours culturels? À ces concours culturels, on attend environ 920 participants. Étant entendu que les concours culturels sont ouverts à l'ensemble des 80 États de la francophonie, et donc il y aura environ 920 participants. Et donc les 920 participants vont bien sûr compétir, seront sélectionnés dans les différents pays et se retrouveront ici à partir du 20 juillet 2017 pour en tout cas les phases finales. Voilà, concernant les étudiants, je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Les étudiants ont posé quelques revendications. On suppose qu'ils seront associés pleinement à l'organisation de ces Jeux, notamment le bénévolat. Oui, effectivement, il est dit que les Jeux, c'est pour les jeunes et c'est avec les jeunes.
Et quand on parle de jeunes, c'est bien sûr l'ensemble des jeunes Ivoiriens, mais beaucoup plus pour les jeunes étudiants. Et donc, les 3000 bénévoles, il en aura en tout cas pour au moins la moitié les étudiants. Il faut indiquer que les bénévoles, il en aura des bénévoles, ce que nous appelle les bénévoles simples, et il y aura des bénévoles spécialisés. Mais les bénévoles spécialisés seront beaucoup plus chez les étudiants. Quand je prends le cas des concours culturels, les bénévoles qui seront là, c'est vrai qu'il y aura quelques bénévoles simples, mais il y aura beaucoup plus de bénévoles spécialisés, étant entendu que ne peut apprécier l'art qui veut. Et donc, les étudiants de l'INSAC, les professionnels de l'art seront sollicités pour être des bénévoles. Il en est autant pour la commission santé, il en est autant pour d'autres commissions qui ont besoin de spécialités. Et donc, les bénévoles, il en aura des bénévoles simples, il en aura également des bénévoles spécialisés. Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire, selon vous, est-elle prête pour accueillir ce grand rendez-vous de la francophonie? Oui, mais quand je me réfère à la détermination du comité de pilotage présidé par M. le Premier ministre, qui chaque jour s'engage et s'inquiète en tout cas de la réalité de l'organisation, je me dis que la Côte d'Ivoire sera prête le 20 juillet 2017 pour lancer les Jeux de la francophonie. Mais il faut indiquer également que les 17 commissions sont mobilisées avec la direction générale. Et chaque jour que Dieu fait, c'est des efforts que nous fournissons. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour informer la population, demander en tout cas aux jeunes de se mobiliser pour les Jeux. C'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu et on ne peut pas ne pas réussir ce jeu-là. Il est entendu qu'il est indiqué que les jeux, c'est la diversité, les jeux, c'est l'excellence, les jeux, c'est la solidarité. Mais la Côte d'Ivoire a toutes ces valeurs. Et avec toutes ces valeurs, on ne peut que réussir. Et quand nous aspirons à l'émergence à 2020, étant entendu que 2017 est une année charnière, donc il faut qu'on voit déjà que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la voie de l'émergence. Mais je voulais indiquer qu'au niveau des bénévoles, je l'ai indiqué tout à l'heure, que les bénévoles, en réalité, sont... pour moi, le maillon essentiel du succès des Jeux. Parce que j'ai indiqué, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie des Jeux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces bénévoles-là, quand ils seront recrutés, ils vont subir une formation, un tronc commun, pour leur parler des généralités des Jeux, mais leur inculquer l'esprit des Jeux. Exact. L'esprit des Jeux, diversité, solidarité, excellence. C'est tout ce qu'on doit traduire. Et maintenant, lorsqu'on aura fini, il y aura maintenant des formations spécifiques en ce qui concerne les spécificités des commissions. Mais pour tout dire, les bénévoles ont un slogan. Le slogan, c'est un sourire pour les Jeux. Voilà. Merci beaucoup, M. Lassene Diomandé, qui est le président de la commission bénévolat au Comité national des Jeux de la francophonie. Est-ce que vous suivez l'Euro 2016? Ah oui, avec beaucoup d'attention. Voilà, donc en sport football, sachez que les quarts de finale de l'Euro se poursuivent. L'affiche de ce soir oppose deux grandes nations du football européen, à savoir l'Allemagne et l'Italie. Le score est actuellement à 1 but partout, mais susceptible d'évoluer. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à très bientôt.